Donc en fait, là, je vais vous présenter l'évaluation fonctionnelle voilà, pour le fonctionnement cognitif et adaptatif. Et ensuite, je vous parlerai du cas précis des comportements problèmes. Donc au niveau de l'examen psychologique et cognitif, voilà, c'est un examen qui permet presque toujours d'établir le niveau de développement. Parfois, c'est pas possible. Au niveau intellectuel, on peut avoir des informations aussi, le niveau de fonctionnement adaptatif. On a, voilà, là je vous ai listé un ensemble voilà, de batteries ou d'échelles à utiliser. Il y en a encore plein d'autres qui peuvent être utilisées. Mais voilà, ce qui est important de retenir, c'est qu'avec les personnes avec autisme, on peut essayer d'utiliser des outils qui ne sont pas spécifiques aux enfants autistes. Voilà, c'est quand même super important. Il y a des échelles qui sont spécialisées pour l'autisme, pour le développement bien sûr, mais il y a aussi des échelles qui sont faites pour les enfants qui n'ont pas de langage. Donc c'est possible aussi d'évaluer tout ça. Donc là, je vais vous prendre surtout l'exemple du PEP3 et de l'ABEX, donc qui ont été développés essentiellement voilà, pour l'autisme, avec un objectif d'aide au diagnostic. Donc, ces deux batteries permettent de déterminer des forces et des faiblesses dans les compétences qu'on attend chez un enfant qui se développe normalement. Donc, à la fois, ils donnent des informations utiles au diagnostic. Ça précise aussi le degré de sévérité. C'est-à-dire que s'il y a un retard dans un domaine, ça permet de voir quel est le niveau du retard. Et ça permet de réaxer, c'est-à-dire qu'on obtient des âges de développement. Donc ces âges de développement, il faut en tenir compte, c'est-à-dire que si au niveau de la motricité, par exemple, on voit qu'il y a un âge de développement qui est de 1 an 4 mois, alors que l'enfant a déjà 5 ans et demi, forcément dans sa motricité, on va adapter ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'on va s'ajuster à son niveau de développement et pas à ce qu'on attendrait d'un enfant de son âge. Donc ça permet aussi de resituer toutes les demandes qu'on peut faire auprès des enfants. Un enfant, pareil, au niveau visio-spatial, qui a 8 ans et qui a un niveau au niveau visio-spatial de 2 ans, les puzzles, on réfléchit quand on lui donne des puzzles, on ne va pas lui donner des puzzles d'enfants de 8 ans avec une 50aine de pièces, mais on va plutôt limiter. Donc ça permet déjà de situer tout ça. Et donc ça aide forcément la prise en charge éducative par la suite. Donc là, l'évaluation du PEP3, on voit donc sur l'axe vertical les âges de développement, l'axe horizontal les compétences qui sont évaluées, et on obtient des résultats en fonction des réussites et des émergences. Donc en fait, les réussites, c'est quand l'enfant est capable de faire l'activité seul. On lui donne voilà, une consigne quand même, et il est capable de s'exécuter seul. Avec émergence, c'est le petit garçon qu'on a vu sur la dernière partie de la vidéo du chat, où on va lui proposer un exemple à imiter. Donc là, voilà, parce qu'il n'a pas réussi à le faire spontanément. Donc quand on adapte un petit peu les consignes et qu'il réussit, on note que c'est une réussite avec émergence. Donc là, en fait, dans ce profil, on voit bien qu'il y a un creux au niveau de la communication réceptive. D'emblée, ça indique qu'il va y avoir un travail hyper important à faire à ce niveau-là, parce que inévitablement le développement des autres compétences va être dépendant de la compréhension de l'enfant. Donc voilà, l'axe prioritaire, il est clairement déterminé, parce que sinon les autres vont de toute manière stagner. L'ABEX, alors ça c'est une échelle, c'est un peu l'équivalent du PEP, dans le sens où on va coter des émergences, des acquis dans différents domaines. On a 2 grands domaines qui sont le domaine cognitif et le domaine socio-émotionnel. Là, c'est pour des enfants jusqu'à 2 ans de développement.
C'est-à-dire que voilà, un enfant qui s'est développé normalement, le cercle que vous voyez, il doit être rempli totalement. Voilà, quand le niveau 4 est atteint, c'est l'équivalent un développement de 18 à 24 mois. Donc là, on voit bien là, sur ce profil, déjà en émergence, on s'en approche, mais quand on voit les acquis, donc ce qu'il est capable de faire spontanément, il y a un vrai retard, avec une dissociation entre les compétences qu'on voit sur le côté droit, qui sont les compétences plus cognitives, et le domaine des interactions sociales, de l'imitation, de l'expression, de la réception langagière. Alors on voit bien qu'il y a un vrai retard à ce niveau-là. Donc ça, ce sont des profils qu'on peut retrouver assez facilement chez les enfants autistes, cette dissociation. Pour la communication et le langage. Donc, ce qui est important, c'est que voilà, le langage fait partie de la communication. C'est-à-dire que la communication, on l'évalue chez un enfant qui n'a pas de langage. Voilà, il arrive dans des structures que les enfants sans langage ne voient même pas l'orthophoniste. Voilà, il faut quand même évaluer les prémices d'apparition du langage et les prémices de la communication. Parce que c'est ça aussi qui va permettre de trouver quelle adaptation de communication on va pouvoir mettre en place pour que l'enfant comprenne son environnement. Donc pour ça, il y a tous les outils standardisés du bilan orthophonique. Et il y a aussi des évaluations informelles, donc du langage réceptif et du langage expressif. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les situations plus ou moins libres, plus ou moins standardisées. Par exemple, le goûter de communication, c'est typiquement une situation où on va présenter à l'enfant, voilà, il y a des bonbons, des boissons, voilà. On sait par exemple qu'il adore le coca, qu'il déteste le jus d'orange, les bonbons, il adore les bonbons qui piquent. Et puis les autres, il laisse tomber, le réglisse, il n'aime pas ça. Voilà, on essaye de trouver des choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. Et tout simplement, en fait, c'est de voir comment il va être capable de demander ce qui l'intéresse. Est-ce qu'il va pointer? Est-ce qu'il va faire une demande verbale? Est-ce qu'il va interpeller en faisant un peu de bruit pour signaler qu'il y a quelque chose qui l'intéresse? Ou est-ce qu'il va se lever tout simplement pour aller se servir? Ou est-ce qu'il va rester totalement passif et attendre qu'il se passe quelque chose? Donc ça permet de voir un petit peu ce qu'il est capable de mettre en place pour exprimer ce dont il a envie. Parce que voilà, là c'est motivé par l'aspect goûter, l'aspect bonbon. Voilà, chez les enfants c'est quand même très intéressant. Mais s'il y a des difficultés pour exprimer à ce moment-là, pour exprimer des choses beaucoup plus simples, comme j'ai envie d'aller aux toilettes, ou la lumière me gêne, ou il y a trop de bruit, clairement, là, il sera vraiment dans l'incapacité de le faire. Donc, cette évaluation, elle permet de voir quelles sont les difficultés de communication des enfants. Pour la réception, là, ça permet aussi d'évaluer, voilà, c'est pas du tout un bilan standardisé, mais moi, ce que j'utilise, c'est, voilà, j'ai du matériel, je mets mes petits objets devant l'enfant et voilà, j'essaye de voir ce qu'il est capable de distinguer au niveau des verbes d'action. Donc je lui demande voilà, montre-moi la balle, donne la brosse à dents, prends le verre. Voilà, il y a plusieurs petites actions qui sont demandées, après des actions un peu plus complètes, voilà, qui vont être donne la brosse à dents et mets la balle par terre. Voilà, on complexifie de plus en plus. Donc ça permet de voir le niveau de compréhension de certains verbes, parce qu'en fait, il y a des enfants, enfin même des adultes, qui vont comprendre en fait certains mots et qui vont donner l'illusion d'une certaine compréhension, et ce sont des personnes auprès de qui on va parler. Parce que naturellement, nous les normotypiques, on parle. Donc on va parler, et sauf qu'en fait, lui il entend un flot de bruit. Il comprend rien de ce qu'on lui raconte.
Donc, quand un enfant ou un adulte est en crise, nos paroles qu'on pense rassurantes, lui, ça va le stresser d'autant plus. Donc voilà, il faut faire attention et pas attribuer plus de compétences de compréhension aux personnes avec autisme. Parce que certains n'en ont pas. J'en ai fait l'expérience cette semaine dans un foyer, on a fait une évaluation. C'est un jeune adulte qui répète beaucoup les mots. Alors en situation, quand il est face à son plateau repas, il va être capable de dire, si on lui dit c'est quoi ça, il va pouvoir dire du pain, une banane, voilà. Il peut comprendre, mais finalement, voilà, c'est très ritualisé, on lui fait ça à chaque repas, on lui pointe du doigt l'aliment. Donc en fait, est-ce qu'il a compris qu'il devait dire quelque chose parce qu'on avait pointé le doigt, ou est-ce qu'il a compris la phrase « qu'est-ce que c'est ça ?» Donc du coup, voilà, on n'attribue pas forcément. Et donc effectivement, l'équipe pensait qu'il comprenait bien. Et il a réussi aucun item de cette petite évaluation. Donc s'il est capable de comprendre qu'est-ce que c'est ça, donne-moi la balle, il aurait dû être capable de le faire. Alors après, on évalue en utilisant les mêmes consignes en version photo, en version gestuelle, ou en utilisant le même objet pour voir par imitation s'il est capable de faire. Donc voilà, un langage très précaire chez les personnes, de façon à... voilà, et sans bilan véritable, voir un petit peu ce qu'on va pouvoir mettre en place avec eux. Et il y a aussi un autre test, voilà, on vous en a parlé un peu ce matin, le Comvor. Le Comvor, c'est un outil assez intéressant qui permet d'évaluer le niveau de représentation que l'enfant peut avoir. Donc en fait, c'est un test où il est nécessaire d'apparier des objets ou des images dans des paniers avec des niveaux d'abstraction assez différents. Ah bah voilà, ça c'est les consignes photos là dont je vous parlais, voilà, ça c'est donne la cuillère, voilà, pour voir s'il est capable de comprendre. Voilà, et le niveau d'abstraction dont je vous disais, c'est que voilà, le plus abstrait c'est le mot écrit, et le plus concret c'est l'objet réel. Et donc en fait le Comvor permet de voir quel outil on va utiliser pour la communication avec la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent se saisir d'un pictogramme où on voit un petit garçon voilà, qui est en train de boire avec son verre, parce que c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus abstrait entre le « je veux boire » et le pictogramme avec le dessin au trait. On est sur un niveau d'abstraction supérieur. Mais d'autres, c'est beaucoup trop compliqué à comprendre, il y a trop de détails, ils se perdent. Donc voilà, des dessins beaucoup plus simples sont plus faciles d'accès. Et certains, il faudra utiliser la vraie photo de l'objet parce que le dessin est encore beaucoup trop abstrait pour eux. Donc, dans l'utilisation de systèmes visuels avec les pictogrammes, à la fois, c'est excellent de pouvoir les utiliser, mais le pictogramme peut ne pas fonctionner avec tous, parce que tous n'ont pas le même accès à la compréhension. Donc, voilà, des outils comme le Comvor peuvent permettre en fait de déterminer véritablement le niveau de représentation. Et donc ça, du coup, le Comvor, je reprends dessus. Ça fait partie de la testothèque du CRA, et donc ça peut être, voilà, il suffit d'appeler les psychologues et il est possible d'emprunter le matériel pour l'utiliser. La sensorimotricité, là c'est pareil, hein, on peut utiliser tous les registres qui existent dans ce domaine-là pour les évaluer. Donc pareil, hein, on utilise tous les tests qui sont à disposition, que les psychomotriciennes utilisent dans leur bilan classique. Et il faut voilà, essayer d'évaluer tous ces domaines, parce que la motricité manuelle fine, c'est intéressant pour l'accès à l'écriture, pour l'accès à l'habillage. Voilà, il faut penser à évaluer tous les secteurs et pas seulement certains qu'on estime plus spécifiques aux personnes avec autisme. Il est important de voir tous les registres. Il y a aussi l'examen de l'autonomie. Alors il y a plusieurs secteurs.
Plusieurs outils aussi possibles. Dans le PEP3, par exemple, il y a le rapport de l'éducateur qui donne des informations sur l'autonomie de la personne évaluée. Il y a aussi la Vineland, donc il y a la dernière version là, qui vient de sortir, donc qui donne également des niveaux d'autonomie et qui permet d'avoir une certaine notion de retard ou de compétence, des âges de développement. Mais il y a aussi possibilité de créer des grilles personnelles, c'est-à-dire que la Vineland, il ne faut pas oublier que c'est fait pour des personnes âgées jusqu'à 90 ans, quel que soit le diagnostic. Donc ça va de l'autiste au patient Alzheimer. Donc il y a des choses qui sont pas forcément très spécifiques. Donc en fait, créer des grilles personnelles en lien avec le service. Si le service, il y a une notification 3-20 ans, évidemment qu'on ne va pas poser les questions du type est-ce qu'il est capable de gérer les finances de la maison ? Parce que voilà, dans la Vineland, ce sont des items qui sont inscrits. On n'est pas obligé de les aborder, bien évidemment, on s'adapte à l'enfant, mais voilà, si les parents voient le questionnaire et voient tout ça, ça donne un sentiment assez compliqué parce qu'ils ont l'impression que s'ils ils vont pas remplir assez loin, que le retard de leur enfant est d'autant plus important. Donc du coup, des grilles beaucoup plus adaptées à ce qu'on peut attendre d'un enfant dans son quotidien. Il ne faut pas se résoudre à le service n'a pas les moyens d'acheter du matériel, il y a possibilité de créer des outils tout à fait personnalisés.